Sérieusement? Comment un grain de pollen pourrait-il changer le monde? Eh bien, il l'a fait. En 1827, Robert Brown, l'un des plus illustres botanistes d'Angleterre avant même Charles Darwin, étudiait la pollinisation des plantes lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange sous son microscope. Un grain de pollen se trémoussait dans une goutte d'eau. Brown a observé avec attention et pendant un long moment le grain de pollen à travers son microscope et ce dernier n'a jamais cessé de gigoter. Il n'arrêtait pas de trembler et de s'agiter. Il ne suivait pas vraiment de schéma géométrique, juste des secousses aléatoires et continues en zigzag. Robert Brown n'arrivait pas à en comprendre la raison. C'est pourquoi il a expérimenté pour tenter de trouver une explication. Il a essayé de changer la température de la gouttelette dans laquelle le grain de pollen était suspendu. En la refroidissant, le grain de pollen gigotait moins. En la chauffant, il gigotait davantage. Brown a écrit un article à ce sujet et aucun des scientifiques qui ont lu son article n'a été capable d'y apporter une réponse. La mystérieuse cause invisible du mouvement brownien défiait l'entendement. La science était perplexe. Une explication a toutefois été proposée. Certains scientifiques ont suggéré que l'énergie de l'eau la faisait bouger. Mais il n'y en avait aucune preuve. Les preuves sont essentielles pour la science, sans quoi tout n'est que science-fiction. Et comme aucune preuve n'a pu être apportée pour expliquer pourquoi le grain de pollen continuait à se trémousser, les scientifiques ont décidé de tout oublier. Le grain de pollen était trop coriace pour eux. Pendant 75 ans, la science a plus ou moins ignoré le problème inexpliqué du grain de pollen qui gigote en zigzag. Jusqu'à ce qu'Albert Einstein y porte une attention particulière. Il doit y avoir une explication pour que ces graines de pollen effectuent cette danse bizarre. Je vais mettre un verre d'eau sur mon bureau, ajouter quelques grains de pollen de cette fleur et voir si je peux comprendre ce qui se passe. Les phénomènes invisibles peuvent être fondamentaux, la gravité, le magnétisme et j'en passe. Et si c'était une énergie invisible dont nous, les physiciens, n'avions jamais entendu parler? Plus c'est simple, mieux c'est, comme je dis toujours. Peut-être que le grain de pollen ne danse pas. Peut-être qu'il est poussé et bousculé par quelque chose de trop petit pour être vu, même dans un microscope. Réfléchissons. Pour mettre au point une formule physique, je dois d'abord décider ce que je veux résoudre. Si je peux prédire la distance sur laquelle le grain de pollen va se déplacer, je peux calculer les forces invisibles qui le poussent. Mais comme le mouvement est aléatoire, ma prédiction doit être relative à toutes les conditions. Tout est relatif. Ah ah! Je commence à voir une formule apparaître sur mon écran de visualisation. Bon, il n'avait pas encore d'écran de visualisation, mais ça viendra. Où est mon crayon? Voici ce que j'ai imaginé. N'est-ce pas magnifique? Faisant usage de son esprit génial pour combiner une grande variété de formules de physique, Einstein a montré qu'une particule qui se déplaçait de manière aléatoire lorsqu'elle était suspendue dans l'eau, le grain de pollen, obéissait à des lois statistiques de mouvement dépendant de la viscosité de l'eau, de la distance parcourue par la particule, de la masse et de la taille du grain de pollen, de sa vitesse et de la durée du mouvement. La nouvelle approche statistique d'Einstein de la mécanique des fluides a permis une réduction computationnelle permettant d'obtenir un chiffre pour la masse d'une seule molécule d'eau H2O. Et finalement pour les atomes d'hydrogène et d'oxygène. L'énigme du mouvement brownien était résolue et Einstein a ouvert le XXe siècle au monde de l'atome. Cet insignifiant grain de pollen gigotant a ouvert la voie à la preuve des atomes. Ce grain de pollen méritait un prix Nobel. L'analyse statistique des événements aléatoires est devenue un outil essentiel dans diverses applications scientifiques. Grâce à la compréhension du mouvement brownien, les fluctuations aléatoires, la science peut enfin s'emparer de manière quantitative des phénomènes météorologiques, de la théorie des jeux, du flux de circulation, des fluctuations boursières et même du fonctionnement des cellules humaines, pour ne citer que quelques applications de la théorie statistique d'Einstein. Tout cela grâce à un infatigable grain de pollen. Et pourtant, il y avait encore une autre bizarrerie que la science avait choisi d'ignorer et qui a attiré l'attention d'Einstein. La planète Mercure avait en effet un comportement que personne ne pouvait expliquer. Plus de 200 ans avant l'aube du XXe siècle, Sir Isaac Newton a publié sa loi universelle de la gravité. On pouvait aussi bien la qualifier de théorie de la gravité de Newton et non de loi, car Einstein allait supplanter la gravité newtonienne avec sa nouvelle théorie de la gravité dès qu'il aurait élucidé le mystère de la particularité orbitale de la planète Mercure.
Newton a révélé la formule de l'attraction gravitationnelle entre deux masses. Avec son explication mathématique de la gravité, la science savait maintenant pourquoi les planètes orbitaient autour du Soleil. En revanche, avant Newton, la science savait seulement que les planètes orbitaient autour du Soleil mais ne savait pas pourquoi. Après Newton, les astronomes se sont joyeusement lancés dans le recalcul des orbites des planètes, connues selon cette nouvelle théorie de la gravitation, et ont vérifié leurs calculs par rapport aux observations minutieuses des planètes avec leurs télescopes. Sauf que la planète Mercure n'était pas très coopérative, comme nous allons l'expliquer après une brève digression. Mercure n'obéissait pas précisément à la formule mathématique de Newton. Dans les premières années après Newton, soit après 1750, il n'y avait que 6 planètes connues. Les planètes visibles que sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Aucune autre planète ou astéroïde n'avait encore été découvert par télescope à cette époque. Et puis quelque chose de très inhabituel s'est produit, pour lequel la science n'a toujours pas d'explication. À la fin des années 1760 et au début des années 1770, 2 astronomes allemands ont publié une simple série de chiffres qui situaient les trajectoires orbitales de toutes les planètes connues et aussi de certaines inconnues. Johann Daniel Titius et Johann Elert Bode ont publié cette suite mathématique. Ajoute le chiffre 4 à chacun des nombres suivants dans la suite progressive. 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, puis divise chaque somme par 10. Et voilà, tu obtiens les trajectoires orbitaires des planètes du système solaire en unités astronomiques, sachant qu'une unité astronomique correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. Il s'agit d'une approximation utile et d'une norme de mesure pratique. La Terre est la 3e planète, donc il faut prendre le 3e nombre de la série, 6, ajouter 4 et diviser la somme par 10. On obtient bien une unité astronomique appelée UA. Essayons avec Jupiter qui correspond au nombre 48 de la série Titius-Bode. 48 plus 4 égale 52 divisé par 10 égale 5,2 unités astronomiques. C'est exactement là que se trouve la trajectoire orbitale de Jupiter par rapport au Soleil. Cela fonctionne-t-il aussi pour Saturne ? Essayons. 96 plus 4 égale 100 divisé par 10 égale 10 UA du Soleil, soit 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. C'est effectivement là que Saturne est en orbite. La loi de Titius-Bode fonctionne. Le modèle est correct. Les astronomes ont rapidement remarqué un chiffre entre Mars et Jupiter et un après Saturne. La série Titius-Bode a inspiré la recherche et la découverte de la planète Uranus par William Herschel en 1781 ainsi que la découverte du premier astéroïde Cérès en 1801 par Giuseppe Piazzi. La suite numérique progressive est étrangement précise. La loi de Titius-Bode est utilisée aujourd'hui pour prédire l'emplacement des lunes de Saturne, du système lunaire d'Uranus et même pour indiquer l'emplacement des exoplanètes autour d'autres étoiles. Même si personne ne sait pourquoi elle fonctionne. Cela semble être un bon mystère à résoudre pour le prochain Einstein, n'est-ce pas ? Mais nous nous égarons. Que se passe-t-il donc avec Mercure ? Mercure faisait quelque chose qui ne correspondait pas à la gravité newtonienne. Le point de périhélie de l'orbite de Mercure, c'est-à-dire l'endroit où la planète est la plus proche du Soleil, avançait un peu chaque année. C'était perceptible, mais non pris en compte par la formule de gravitation de Newton. À moins qu'il n'y ait une autre planète dans le système solaire interne qui affecte l'orbite de Mercure. La recherche d'une planète à l'intérieur de l'orbite de Mercure a commencé. Les calculs de son orbite potentielle ont été diffusés dans le monde entier. Et un nom a même été choisi. Vulcain. Les télescopes du monde entier ont fouillé le ciel au crépuscule et à l'aube, à la recherche de Vulcain près du Soleil, mais aucune planète à l'intérieur de l'orbite de Mercure n'a jamais été trouvée. Vulcain n'existait pas. La science était à nouveau coincée. Le déplacement vers l'avant anormal du point de périhélie de l'orbite de Mercure est resté un mystère sans explication pendant plus de 50 ans, jusqu'au jour où Einstein prenait un café en terrasse avec son collègue de travail à l'Office des brevets de Berne, en Suisse. Michel Bessot avait été un camarade de classe d'Einstein et deviendrait son ami de toujours. Je n'aime pas les équations non résolues. Moi non plus, Albert. Le déplacement du point de périhélie de Mercure n'est pas résolu. Passe-moi le sucre, s'il te plaît. En tout cas, ce n'est pas Vulcain. Non, ce n'est pas Vulcain. Mais qu'est-ce que c'est ? Albert, tu continues à essayer de résoudre tous les problèmes avec la physique. Pourquoi n'adoptes-tu pas une approche d'ingénierie ? Comment ça ? Si tu considères le système solaire comme une construction physique, il pourrait y avoir une réponse. Ok, Michel, je t'écoute. Si je fais glisser mon doigt autour du rebord de ma tasse à café vide, le tracé est circulaire.
Mais si je mets cette serviette dans la tasse et forme un cône comme ceci, alors une orbite elliptique à l'intérieur du cône aura tendance à se déplacer vers l'avant. Sapristi, l'espace n'est pas plat. Garçon, apportez à Michel un autre café. Tu vas devoir faire un tas de nouveaux calculs, Albert. Oui, il faut que j'y aille. Garçon, le café sera pour une autre fois. À plus tard, Michel. D'accord, Albert, bonne chance. Lorsque Einstein a publié sa théorie spéciale de la relativité en 1905, il a crédité Michel Bessot pour sa contribution inestimable. Tout récemment, les lettres que Michel Bessot et Einstein ont échangées dans les années précédant la publication par Einstein de sa théorie générale de la relativité en 1915 ont été vendues aux enchères pour 13 millions de dollars. Tu devrais peut-être garder les textos de ton meilleur ami, on ne sait jamais. Il pourrait valoir une fortune un jour.